Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à cet épisode du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est la tête créatrice de Suite 22 événements et se décrit comme stratégiste événementielle. Grâce à ses activités, elle a été finaliste au prix du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Comme vous l'entendrez, elle possède une énergie à la mesure de ses ambitions. C'est avec un plaisir partagé que je vous présente Nadine Ménard. Nadine, bonsoir! Oui, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Mais je vais toujours bien. Je pense que c'est quelque chose d'assez évident. Il y a beaucoup de personnes qui vont écouter sur Balado qui ne verront pas le sourire, mais je peux t'assurer qu'ils vont l'entendre. Mais je suis contente. Si je peux répandre un peu de bonheur ce soir, ça va me faire plaisir. J'aime ça, j'adore. Ce soir, on répand du bonheur et surtout, on te rencontre. Donc, si ça te va, en fait, ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de l'entreprise que tu as formée, donc Suite 22 événements, et puis qu'on retourne un peu dans le passé. Qu'est-ce qui a mené à la création de tout ça? Et aussi un petit peu de tes passions, des choses comme ça. Ça te va? Avec plaisir. Je pense que c'est dans une entrevue, donc là, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais sur certains balados et aussi sur les réseaux sociaux, tu t'es décrit comme une stratégiste événementielle. Donc, je veux savoir, ça mange quoi en hiver et aujourd'hui en été, une stratégiste événementielle? Ça mange la stratégie, et la des événements. créativité. Ouais. Et de la créativité. J'aime pas, je suis allergique à certains mots dans la vie par déformation professionnelle. Là, j'ai été journaliste dans une autre vie. Alors, j'aime pas le mot organisation d'événements. C'est pas ça que je fais. Mm-hmm. Pour moi, de l'organisation d'événements, c'est une liste d'épicerie, hein? Des tables, des chaises, un traiteur, un ci, un ça, check. On a tout, parfait, voilà notre événement. C'est plus que ça. Pour moi, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication qui fait partie d'une stratégie marketing pour les entreprises. Je dis moyen de communication, mais pour que ça soit un moyen de communication, il faut avoir des objectifs. Right? Mm-hmm. Un party, on n'a pas d'objectif. Un party, c'est une dépense. Uh-huh. Bon, souvent, le lendemain, le party a été trop arrosé. Le lendemain, ça ne rappelle plus. Ça reste une dépense. Moi, c'est pas ça que je fais. C'est pas ça que je veux faire. Uh-huh. Je veux que mes entreprises, les corpos, les fondations, les OBNL, les municipalités, les multinationales, les PME, peu importe qui sont mes clients, c'est une grande variété. Je veux que ça leur rapporte après l'événement. Alors, il faut bien le penser, il faut bien le produire. Puis, c'est de là le mot stratégie. Alors, l'idéation est super importante. Mais là, OK, c'est peut-être une question traite, là, mais est-ce que c'est pas un peu instrumentaliser le party? Ou encore une fois, je sais que c'est pas un party, mais ou instrumentaliser l'événement? Bien, en fait, c'est plus comme y donner une raison d'être. Parce que je connais aucune entreprise qui a 10 000, 50 000, 200 000 $ à aller lancer sur une soirée une seule journée dans l'année pour le plaisir de dépenser de l'argent. Fait que je donne une raison de plus à l'événement, je définis plus les objectifs de l'événement pour après ça pouvoir mesurer, quantifier, puis avoir des données à donner aux clients, puis d'avoir un retour sur l'investissement, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un événement qui est payant. Ça peut être un événement qui est complètement gratuit pour les employés, mais ça va rapporter à la marque, ça va rapporter à la synergie d'équipe, ça va rapprocher la direction des employés. Ça peut avoir plein d'autres objectifs que juste l'argent. Mais c'est humainement payant, en fait. Oui, beaucoup. Puis la mode, là, c'est le mot marque employeur. Mais c'est pas juste un mot et des valeurs sur un mur. C'est dans le quotidien, c'est au niveau mensuel. Est-ce que vous faites des choses pour vos employés? Puis l'événementiel fait partie de cette stratégie-là aussi. Là. On parle de pénurie d'employés, hein? Alors, il faut les fidéliser, il faut les attirer. Mais après, il faut les fidéliser, il faut les garder avec nous. Pas d'employés, on n'a pas d'entreprise. Tout à fait. Pas d'invités, on n'a pas d'événements non plus. Alors, ça prend de la réflexion. Très, très intéressant, oui, l'idée
fidéliser finalement son bassin d'employés, puisque, comme tu mentionnes, dans un contexte où les employés finalement ont tendance à plus bouger là, qu'à une certaine époque, ben, d'avoir une stratégie d'événements, ça peut être vraiment utile pour tout le monde puis, finalement. si je peux rajouter, on dit employés, mais la clientèle d'une entreprise, c'est pas juste les employés, c'est pas juste les clients. Ça peut être les partenaires d'affaires, ça peut être des donateurs dans le cas d'une fondation, ça peut être des membres dans le cas d'un ordre professionnel. Fait que la clientèle au sens large, c'est beaucoup de bassins de gens différents à qui on va s'adresser aussi de façon différente. On ne s'adresse pas à des partenaires d'affaires ou des commanditaires de la même façon que des membres qui payent, qui font partie d'un ordre professionnel. Fait que de bien cibler notre clientèle. Est-ce que ça veut dire que généralement, il y aurait des événements que vous organisez qui sont à la fois pour, par exemple, les employés et la clientèle qui tournerait autour de l'entreprise, ou c'est généralement séparé, ces choses-là? La plupart du temps, c'est séparé. Okay. Ou sinon, il y a 2 volets à l'événement. On peut faire 2 volets. J'en ai un à la mi-juin. C'est une fête un peu, si on veut. Même si c'est une fête et party, j'ai un peu de misère. C'est une célébration. Célébration, on aime ça le mot. Il y a juste moi qui accroche sur les mots comme ça. Mais c'est une célébration pour leur 40e anniversaire d'entreprise. Alors, les employés font partie de l'événement, bien sûr. Les clients font partie de l'événement, puis leurs fournisseurs aussi. Okay. Alors, dans un premier temps, c'est tout sur une journée, là, pendant un gros bloc de 10 heures. Mais la portion du matin est dédiée à souligner le travail des employés, le parcours qu'ils ont eu pendant toutes ces années-là, où ils sont rendus, la vision de l'entreprise sur ce qui s'en vient, sur l'avenir. Puis ensuite, à l'heure du lunch, les clients et pas les fournisseurs, mais les fournisseurs. Les fournisseurs viennent sur l'heure du lunch. Tout le monde est invité. Fait que nos 3 bassins de clientèle sont là. Et après, l'après-midi, les employés retournent travailler. Il faut qu'on continue de faire rouler la business. Mais on garde les clients et les fournisseurs sur place. Puis là, il y a des activités, il y a des célébrations dédiées là, vraiment aux 2 clientèles qui rapportent de l'argent aussi. Là. Fait qu'il y a plein de façons de faire. Ben, on revient à cette question-là tout à l'heure sur les façons de faire parce que... J'en ai plein. Oui, et moi, je pense que je manque d'originalité, mais je veux garder cette question-là pour plus tard. De façon un peu plus formelle, là, pour que les gens à la maison le sachent, là, Suite 22 événements, qu'est-ce que c'est? À quel besoin ça répond finalement? Bien, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est un besoin de communication. Les entreprises ont plusieurs besoins de communication, que ce soit de faire connaître leur marque, un nouveau produit, un lancement, ça peut être de la reconnaissance, un gala, ça peut être dans un but de formation. Tantôt, je parlais d'ordre professionnel, mais ils ont besoin de communiquer avec leurs membres, puis passer du contenu. Fait que moi, je vois vraiment ça dans une optique de stratégie de communication. Fait que j'aide les entreprises à bien communiquer de façon originale par le véhicule qui est l'événementiel. On dit souvent « montrez-le » au lieu de le dire. La marque employeur, au lieu de dire « on est les meilleurs, nous, on a un bon taux de rétention d'employés », mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Puis c'est pas juste de faire un dîner pizza une fois par mois qui va fidéliser les employés, surtout en temps de post-pandémique ou presque, là, on manque de main-d'œuvre dans tous les secteurs. C'est pas juste un dîner pizza qui va les remercier. C'est pas juste un petit bonus de X nombre de dollars à la fin du mois ou de la semaine qui va les motiver sur le long terme, mais de la reconnaissance, puis hey, bravo, une chance que vous êtes là. On a passé à travers la pandémie. C'était pas facile. On vous donne, je sais pas moi, un long week-end. Vous en attendiez pas. On vous donne un 4 jours de congé à votre choix. Tu sais, des fois, c'est de faire... En arrière de moi, j'ai le mot « autrement », mais c'est vraiment ça qui me guide, moi, c'est de faire les choses autrement. Sortir de la boîte, penser au-delà, puis penser à notre clientèle. Qu'est-ce qui peut les interpeller? Qu'est-ce qui peut les emmener à se coller à notre marque? Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup appelons ça de l'éducation à faire avec les entreprises? Parce que ça ne m'apparaît pas nécessairement évident d'avoir cette vision-là sur l'événement à proprement parler. Oui, c'est sûr. Mais de plus en plus,
je sais pas comment dire ça. Il y a faut donner de l'information, de l'éducation, je trouve ça un peu Ouais, c'est c'est comme un ça qu'il peu faut gros, là, faire. mais Oui, c'est ça. Mais oui, puis les entreprises qui ont compris que c'est un bon véhicule, puis que ça les emmène plus loin, puis ça les emmène à se démarquer, puis que ça les propulse là, vraiment à rehausser leurs événements, toujours avec une super réflexion. J'ai des clients pour qui je fais que de la consultation créative, OK. la consultation stratégique en entreprise, qui ont déjà un département événementiel ou qui ont une adjointe exécutive qui s'occupe des événements ou un département marketing ou communication à l'interne. Puis moi, je viens comme agent externe Mhm. avec mon bagage. Ça fait 18 ans que je fais ça à temps plein. Là, je fais partie des vieilles là, en 2004-2005. Là, ça n'existait pas une agence événementielle. Je pense Mhm. que c'était même pas dans le Larousse, le mot événementiel. Alors, de changer cette mentalité-là, de dire que ça appartient pas au club social de faire un événement. Ça appartient plus au département des communications et du marketing. Là, Mhm. je me répète, Oui, oui. mais dans ma stratégie, à moi, c'est plus cohérent de mettre ça là. Puis, ça ne veut pas dire que je prends toute la place, pas du tout. Je rentre comme consultante externe, j'emmène mon expérience, mon expertise, je les accompagne, on y va en entonnoir, on a plein de bonnes idées. Il y a 12 personnes dans le Mhm. comité qui veulent s'impliquer, mais c'est 12 personnes, 12 égaux, 12 vécus, 12... Fait que ça fait beaucoup de gens. Puis des fois, la directrice ou le directeur n'est pas à l'aise parce que c'est ses employés. On ne peut pas dire, ben, ton idée n'est pas géniale. Mais moi, je suis comme l'agent neutre. Fait que Mhm. votre idée est super bonne. On va la retenir pour l'an prochain. Mais là, c'est pas cohérent avec les idées J'adore. de le concept. Mais tu sais, je dis souvent, je vais pas faire ce que vous voulez. Je vais pas faire ce que je veux non plus. Je vais faire ce que l'événement a besoin. Mhm. Puis ce qui est bon pour une entreprise n'est pas nécessairement bonne pour l'autre. Tu sais, je vais Mhm. prendre chez Desjardins, je ferai jamais un tapis rouge. Tu sais, leur logo, il est vert. Faudrait que ce soit vert, c'est ça. Tu sais, ça prend un tapis vert. On appelle ça Mhm. de la cohérence. Mais chez Banque Nationale, il y aura pas un tapis vert parce que là, les gens vont dire, ben voyons, je suis où, là, chez Desjardins ou chez Banque Nationale? Là, je prends un exemple gros comme ça. Mais c'est tout le petit détail qui Mhm. va faire la différence. J'aime beaucoup l'exemple en fait parce que ça montre le souci du détail en même temps sur quelque chose de relativement gros. Je trouve ça bien. Oui, La pandémie a pas été un grand moment pour les événements. Et comment ça dépend. Suite 22 s'en est aussi bien tiré par rapport Ouais. à l'idée de l'événement qui semble être... peut-être que c'est une approche naïve Ben, là, que j'ai, non, mais... ça a été durement affecté, là. J'ai perdu beaucoup de collègues, j'ai perdu beaucoup de fournisseurs. On ne se le cachera pas, là. Moi, avant la pandémie, je réservais beaucoup de restaurants en exclusivité pour faire OK. des événements. Ces Mhm. restaurants-là ont fermé. Beaucoup de gens se sont réorientés de carrière aussi parce que l'événementiel, bon, c'est un peu n'importe quand. Mhm. Ça peut être la fin de semaine, le soir. Des fois, on fait des journées de 18h, 20h. On fait des montages de nuit, fait que c'est pas évident. Fait qu'on on a perdu beaucoup de joueurs qui sont partis puis qui ont découvert la stabilité du 9 à 5, routine, gestion des enfants plus facile et compagnie. Télétravail. Oui, mais tu sais, tantôt on disait mon dynamisme, mon sourire, mais Mhm. je suis un peu passionnée ou hyperactive, ça dépend quel Mhm. côté on regarde ça. Et je peux pas rester en place à rien faire. Alors, dès le mois de mars 2020, je me disais, ça n'a pas de sens. Là. Je parle trop souvent à mon avocat pour gérer le report d'événements, l'annulation d'événements. On est dans le néant. On ne sait pas pour combien de temps qu'on est Mhm. là-dedans. 2 semaines, 2 mois, on n'aurait jamais passé 2 ans. Mais là, je me disais, non, c'est pas vrai. Moi, je m'en sers comme moyen de communication. Alors, qu'est-ce que je peux offrir à mes clients, les appeler pour leur dire, bon, comment vous allez, premièrement? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Mhm. Puis, en passant, la communication en temps de crise, c'est essentiel. Qu'on soit pendant une guerre ou une pandémie, il ne faut pas couper la communication. Puis, c'est ce que les gens ont coupé en premier dans les entreprises. D'accord. Fait que j'ai été capable d'appeler mes clients et de dire, j'ai une solution pour vous. On va faire des événements autrement. On a une dérogation. Les studios d'enregistrement, TVA et compagnie pouvaient continuer d'enregistrer leurs émissions avec les mesures sanitaires rehaussées. Mhm. Alors, avec mon partenaire Sonorisation Éclairage, on a parti des studios d'enregistrement. Alors, on était en mode réceptif. On recevait les entreprises chez nous avec le masque, le plexiglas, la distance, les cordons,
le ruban au sol et tout. Mais c'était super sécuritaire. On n'a eu aucune éclosion de COVID, puis on a été capable de communiquer pendant toute la pandémie. Puis bon, le bouche-oreille s'est passé. On s'est positionné rapidement comme leader événementiel virtuel, en mode virtuel et maintenant hybride. Fait que je pense que c'est ma proactivité, mon hyperactivité qui ne pouvait pas rester en place. Puis j'attendrai pas que ça passe. Il faut que je fasse quelque chose de mes journées, là. Uh-huh. Puis on a triplé notre nombre de mandats grâce à ça, là. Je pense que la partie qui m'impressionne le plus, c'est pas nécessairement d'avoir l'énergie pour le faire, mais c'est d'avoir les idées, d'aller chercher les nouvelles idées dans un monde où finalement on se retrouvait avec plus rien de normal par rapport à ce qui avait été connu en événementiel. Bon, peut-être à partir de 2004, Non, mais même tout à fait. l'idée même du party avant. Oui, mais moi, j'ai les idées quand je vais marcher. Le matin, j'aime aller marcher. Je marche un 6 km. C'est tellement beau. J'aimerais dire à tous les matins, mais ça ne marche pas tout le temps comme ça. Mais c'est un moment où il est tôt, il est comme 6 heures le matin, la ville n'est pas trop réveillée, il n'y a pas trop de trafic, puis j'ai les petits oiseaux, puis c'est là que, je sais pas, avec le soleil, je marche, puis là, je deviens créative, je classe les affaires dans ma tête, je suis encore plus organisée parce que là, c'est mon moment avec moi. Il n'y a pas de technologie alentour, il n'y a pas de cellulaire qui sonne. Je peux juste réfléchir. Puis c'est en marchant que je me suis dit, bon, comment on peut faire des événements autrement? Puis c'était vraiment ça, mes deux mots-clés, événements autrement. Oui. Parce que c'est pas vrai que je vais aller faire un autre travail ou quoi que ce soit. J'ai pas bâti cette expérience-là pendant 18 ans pour retourner enseigner ou retourner au journalisme ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. C'est un peu de l'entêtement aussi, hein? Je peux peut-être avouer ça. C'est l'entêtement certainement très bien placé, en tout cas. Appelons ça comme ça. C'est bon, j'aime ça, moi. L'entêtement bien placé. Puis ça l'a généré... Mais aussi, j'ai réalisé que j'étais une entrepreneur. Je faisais pas juste ce que j'aime dans la vie. J'avais une responsabilité par rapport à mes techniciens, par rapport à mes artistes, mon équipe, là, ma garde rapprochée que j'appelle. Parce que si je ne les fais pas travailler, je vais les perdre. Ils vont aller faire autre chose. Alors, en créant le studio d'enregistrement, bien, on était capable de garder nos employés, notre expertise à l'interne, puis de ne pas les perdre. Fait que c'est un petit peu égoïste aussi. Mais moi, j'appelle ça de l'égoïsme altruiste. J'adore. C'est un égoïsme qui bénéficie aux autres. Oui, bien, c'est win-win. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est ça, c'est ma façon de dire win-win, je pense. J'adore. Le Suite 22, je sais que tu l'as déjà mentionné, puis je vais inviter éventuellement les gens à écouter l'autre balado, mais pourquoi le 22 dans Suite 22? C'est mon chiffre préféré. Mais je suis curieux de savoir ce que ça veut dire, le chiffre préféré. C'est tellement pas sexy. Bon, ma fête, c'est le 2 mai. Alors, bon, il y a un 2 là. Ensuite, j'ai réalisé qu'à 2, c'est toujours plus le fun, hein, d'avoir des conversations, de faire des activités. Fait que dans 22, il y a 2-2. J'ai plein de symboliques. Il y a plein de choses qui me sont arrivées les 22 du mois. Puis c'est rendu un inside, autant avec mes clients qu'avec mes amis, que s'il est 22h22, je vais avoir un petit message. Ah, je pensais à toi, 22h22. On est le 22 mars, c'est le 22 avril, le 22 mai. Je pensais à toi. Fait que j'ai comme on dit, brainwashé la planète avec le 22. Le 22, c'est associé à Nadine. Oui, puis pourtant, c'était complètement naïf, là. C'était mon chiffre préféré à l'adolescence, puis ça m'a suivi comme étant mon chiffre préféré. Sauf qu'il y a quelques temps, peut-être 3 ans, j'ai fouillé sur Internet. Signification du nombre 22. D'accord. Et là, c'était vraiment ésotérique. Parce que le 22, évidemment. Je vous apprends, tout le monde, que c'est un super nombre. Et c'est pour les... Ben là, il y a plein de significations. J'ai pris celle qui m'intéressait, là. Mais c'est un super nombre. C'est pour les gens qui sont audacieux, qui défoncent les portes, qui vont de l'avant, qui sont fonceurs. Puis là, j'étais comme, mais c'est tellement moi. Puis c'est une belle description. Là, on le voit un petit peu. Mon branding, c'est un point rouge, 22. Et là, j'ai fait signification de la couleur rouge. Mais la couleur rouge, c'est
la passion, c'est la première couleur que l'œil voit. C'est pour ça que les arrêts de circulation sont rouges. Et là, je me disais, mais c'est tellement moi, le rouge! Mais là, il y a aussi le cercle. Parce que ça n'a pas été pensé comme ça, là. Moi, j'ai créé le logo, puis c'est prédestiné, il faut dire. Mais le cercle, je dis toujours, je fais des événements pour créer des liens, que ce soit avec nos différentes clientèles ou avec la direction qui veut se rapprocher de ses employés. Puis le cercle, c'est ça, hein? On boucle la boucle, c'est rassembleur, c'est... Fait que finalement, je l'aime, mon logo. Autant de symbolique dans quelque chose de fortuit, c'est quand même impressionnant. Oui, puis au départ, le suite, c'est que je disais toujours à tout le monde, bon, ben bye, à suivre. D'accord. On se parle demain. Au lieu de dire à demain, je disais bye, à suivre. Puis à un moment donné, j'ai fait comme à suivre. Pourquoi je dis toujours ça? OK, suite. J'ai de la suite dans les idées, suite 22. Suite 22, c'est une adresse événementielle. C'est l'adresse événementielle au Québec. C'est l'adresse événementielle au Canada. Fait que de là est né Suite 22 et j'ai collé événement pour expliquer à quoi ça servait. À quoi ça servait, puisque Suite 22, ce n'est pas si descriptif. Non, c'est ça. Mais c'est l'adresse événementielle. Excellent. J'adore cette histoire du nom de la compagnie. Je trouve ça particulièrement bon. Là, vous connaissez plein de secrets. Là, je me dévoile bien trop. Mais moi, je suis authentique dans la vie. Alors, ça me fait plaisir. Parlant d'authenticité, j'aimerais savoir, parce que tu n'as pas commencé en événementiel, en fait, comme tu disais, ça n'existait même pas nécessairement avant récemment. Il y avait des parties avant. Il y avait des parties avant. C'était pas une stratégie, c'était simplement l'événement. Qu'est-ce que c'est ta drive aujourd'hui dans l'événementiel? C'est l'adrénaline que ça apporte, la gestion de l'humain? Le non-routine aussi. J'ai jamais 2 journées pareilles. Je peux faire une journée 10 heures ou 12 heures devant l'ordinateur sans me lever ou à peu près. Il y a des journées que je suis en événement avec pas des talons hauts, là, mais des capes d'acier parce qu'on est en montage ils sont rouges par contre, mes capes d'acier. Et rond. On est en montage, ouais. On est en montage, puis je fais partie. Moi, je veux voir chacune des étapes. Bon, c'est sûr que maintenant... Je pousse pas toujours des road cases, là. Je leur dis de les pousser, mais je fais partie de mon équipe. Je dis toujours, ils travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. Le succès d'un événement, repose sur chacune des personnes. Alors, s'il y a des câbles à rouler, puis qu'il y a personne qui le fait, bon, moi, je suis une pressée, là, fait que je vais aller en faire un peu, puis bon, il y a d'autres choses à faire. J'aime avoir les mains sur tout. Pas par contrôle, mais pour apprendre aussi, parce que c'est en apprenant ces petits détails-là qu'on peut mieux gérer aussi. Moi, je dis, j'ai un super pouvoir, c'est prévoir l'imprévisible, contrôler l'incontrôlable. Mais pour ça, il faut connaître ce qui peut devenir imprévisible et ce qui peut devenir incontrôlable. Alors, c'est ça. Fait que je suis un peu partout. Il y a des journées que je suis plus dans l'événement, dans la logistique, le gros clear-com, le chest pack en avant avec le walkie-talkie, tous les bidules électroniques. Puis à la fin de la journée, je me dis pourquoi je ne change pas de nom? Parce qu'ils ont tellement dit Nadine toute la journée. Mais c'est ça, j'aime pas la routine. Alors, l'événementiel, je fais jamais 2 fois le même événement. J'ai beaucoup de clients qui me suivent, que je fais 3-4 événements pour eux dans l'année, mais on fait jamais 2 fois la même chose. Puis je veux pas faire 2 fois la même chose égoïstement. Il faut me stimuler. Fait que il y a des formules gagnantes, mais je vais les adapter. Puis je suis très, très dans l'hyper-personnalisation. Fait que ça va être adapté selon le mandat. D'accord. Ça m'amène en fait directement à la question. Moi, je pense que je manque d'imagination, là. Ça veut dire quoi faire? Tout le monde en a. Mais je manque d'imagination pour ça. Je pense que j'en ai pour d'autres choses. Puis là, c'est peut-être parce qu'il me manque la partie stratégie. Mais je m'imagine mal ce que c'est d'avoir 2 fois pas le même événement. C'est quoi un exemple de 2 événements qui seraient différents, mais issus de la même idée? Je comprends que si on est sur un tapis rouge versus un truc hybride, là, c'est complètement différent. Mais si on a 2 choses qui sont dans la même direction, c'est quoi la petite différence? Exemple, 2 lancements de magazines.
Disons Ouais, qu'on par part exemple. avec le même produit. Bon, on a des magazines. Bon, j'ai lancé un magazine de voyage. Uh-huh. On était dans un lieu près de l'eau. Il y avait un grand lac. Puis moi, je suis une passionnée d'hélicoptères. Il y a un hélicoptère qui passe, là. Si je l'entends, je lâche tout, je vais Le voir. monde Tu sais. s'arrête. Ouais, le monde s'arrête, là, l'hélicoptère tourne, là, puis Nadine aussi. Fait que je me suis dit, il y a un beau lac, la salle de réception est toute fenestrée, puis il y a un balcon, il y a une terrasse. Fait que si j'avais les invités sur la terrasse qui regardent l'eau, mais qui ne savent pas qu'une surprise va arriver par là. D'accord. Pour arriver de l'eau, il faut arriver en bateau. Mais c'est trop prévisible pour moi, là. Uh-huh. Ou à la nage, ou en kayak. Uh-huh. Fait que là, je me suis dit, puis égoïstement, je voulais un hélicoptère. Mais j'ai dit, je vais faire arriver le magazine par hélicoptère. Mais là, le défi, c'est on fait atterrir un hélicoptère comment sur l'eau? C'est facile. On va mettre un quai plus grand, puis l'hélicoptère D'accord. va se poser sur le quai. Là, on me dit, mais Nadine, ça se fait pas comme ça, parce qu'avec les assurances, puis les rotors, tout ça, là, ça Uh-huh. C'est un peu brasse, dangereux. puis genre, non, je suis sûre qu'on peut le faire. On va agrandir le quai pour être plus sécuritaire. Puis, bon, bref, on a fait atterrir l'hélicoptère sur un quai. Mais ça aurait pu être la catastrophe, là. Quand l'hélicoptère approchait de l'eau, là, il y avait de la vague, le quai faisait ça comme ça. Sur l'autre bout de quai, j'avais tout mon personnel de service de la salle, là, les serveurs, serveuses, qui étaient là avec des gants blancs. Petit nœud papillon et tout bien droit, là, en rangée. Et là, eux autres, là, ils se faisaient des peignets, mais il fallait pas qu'ils bougent. Ils étaient droits comme des casse-noisettes. Et là, l'hélicoptère livrait les premiers exemplaires du magazine. Fait que des belles grosses d'accord. piles qui arrivaient. J'avais simulé qu'il y avait un retard. On n'avait pas les magazines. On avait tout un scénario, là, comme Uh-huh. quoi que là, finalement, ils sont arrivés, ils sont tout chauds. Et vous êtes les premiers à voir le magazine. Et les serveurs, notre aide-d'honneur, en fait, prenaient la pile de magazines, les passaient un à côté de l'autre et on les distribuait aux gens. Fait que ça, c'était un lancement de magazine. Mais il y a un autre magazine qu'on a lancé on parlait de culture, de diversité. Bien, c'est sûr que le lien avec l'eau n'avait pas rapport. On n'était pas dans le voyage ou quoi que ce soit, mais on était dans la diversité. Alors, c'est sûr qu'on n'allait pas servir juste un cocktail dînatoire. On allait servir un cocktail dînatoire international avec des bouchées marocaines, italiennes, des sushis, du japonais. Il faut faire un brainstorming, il faut faire une idéation complète. Puis, tu sais, moi, quand j'ai fait l'hélicoptère une fois sur le quai, là, le défi, il y a un crochet. Là, c'est fait. On fait plus ça. On fait plus ça, on fait autre chose. Je fais arriver le Père Noël en avion dans un hangar à l'aéroport de Montréal. Il faut pousser les limites. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que l'événement va être plus cher. C'est juste qu'il faut prendre du temps en amont pour réfléchir, pour créer un concept unique qui va permettre à l'entreprise de se démarquer. Puis moi, c'est là que je m'amuse. C'est dans la portion création. Puis, tu disais tout à l'heure, j'ai pas d'imagination, mais c'est en ayant une équipe diversifiée, diversifiée hommes-femmes, de différentes nationalités, de différentes cultures, de différents backgrounds. J'ai des anglophones, j'ai des allophones, des hispanophones. Tu sais, d'aller chercher une équipe riche, c'est ça la clé. Puis des expériences variées. Puis j'aime beaucoup inclure des gens qui ne connaissent rien à l'événementiel quand on fait une portion de brainstorming. D'accord. Parce que la question qui va avoir l'air, je suis un peu gênée de poser cette question-là, je vais avoir l'air nounoun. Souvent, c'est celle qui est la plus brillante. Elle fait faire des déclics. Oui, parce que là, on fait comme, OK, si tu n'as pas compris ça, c'est parce qu'on ne l'a pas bien expliqué. Ou nous, on l'a pris pour acquis que c'était essentiel, que c'était gros comme ça. Là, j'avais pas besoin de l'expliquer, mais en fait, les invités ne comprendront pas si on ne l'explique pas bien. Fait que ça, je trouve, c'est la richesse de l'équipe, puis d'aller chercher de l'expertise quand on a besoin de quelque chose de très, très pointu. Je me rappelle plus de la question, mais je peux continuer longtemps comme ça. Je bois les paroles actuellement. Mais on parlait de lancement, 2 lancements différents. Oui, exact. Tout à fait. C'était sur comment avoir 2 idées différentes. Et puis, je pense que je vois l'idée. En fait, je pense que je confirme que j'ai pas l'imagination pour. C'est pour ça que je signe tête créative et non pas propriétaire, directrice générale. J'en ai
plein des idées. Ça me dérange pas. J'en donne à mes clients. Je les vends pas toujours. Des fois, j'en donne des idées. Je fais des conférences. Je donne des idées. J'en ai trop, là, dans ma petite tête. J'allais poser exactement cette question-là. Pourquoi tête créatrice plutôt que PDG? Ben, on a la réponse. Ouais. Tu mentionnes souvent ton équipe. Actuellement, je suis un peu déçu de moi, là. Il y a une photo de toi avec ton équipe où ils sont tous à partir de ton site web. Donc, j'invite les gens à éventuellement aller sur ton site web. Mais j'aurais pu leur montrer cette photo-là où on te voit avec toute ton équipe. Mais elle change, hein, parce que j'ai beaucoup de pigistes. Suite 22, on est toute petite équipe, mais la même équipe depuis 18 ans. Puis on a plein de joueurs qui se greffent à nous. Si je fais du mapping vidéo, j'ai pas quelqu'un spécialisé en mapping vidéo parce que je peux faire du mapping vidéo une fois par année. C'est hyper ultra coûteux. Fait que c'est un client spécifique qui a besoin du mapping vidéo. Fait que moi, je vois pas personne comme de la compétition. Je vois tous que dans ce domaine-là, on devrait être des alliés. Fait que je vais chercher des joueurs chez Pixmob ou chez Moment Factory quand j'ai des besoins périodiques pour une demande particulière. Fait que c'est de bien savoir s'entourer. On appelle ça des alliances stratégiques. C'est la stratégie qui revient encore, là. Oui, c'est ça. Je suis cohérente, là. Tout à fait, tout à fait. Tu as participé à plusieurs balados, dont un qui s'appelle Histoire d'hypercroissance. Et puis dedans, et on y reviendra plus tard, là, tu mentionnes que tu as arrêté le golf après avoir fait une partie excellente. Et là, je voulais savoir, est-ce que c'est la même chose qui va t'arriver en événementiel? Non. Tu feras pas l'événement ultime qui va mettre fin à ta carrière, là, tu sais. Honnêtement, je m'étais donné 3 objectifs quand j'ai commencé en 2005. Je m'étais dit, je vais faire un événement pour Céline Dion, je vais faire le Cirque du Soleil et je vais faire Ubisoft. Après ça, j'accroche ma médaille puis je ferai autre chose. D'accord. Est-ce que c'est réalisé ou il en manque? Oui. J'ai réalisé comme dans les premières années en plus. Okay. C'est presque décevant. mais non. C'est plus comme, OK, mais là, je vais me trouver d'autres objectifs. Fait que là, je vais faire un événement pour... Puis là, je me cible des entreprises. Puis mes critères, souvent, c'est des entreprises qui ont des valeurs familiales, éco-responsables, des belles entreprises qui ont à cœur leurs employés. J'aime me coller à ces marques-là parce que je trouve qu'elles sont inspirantes. Si moi, je suis inspirée, ben j'ai plus de facilité à faire parler leur événement. Tout à fait. Tu sais, quand on parlait d'authenticité tout à l'heure, là, un client qui fait un événement pour les mauvaises raisons ou dans les mauvaises conditions ou quoi que ce soit, j'embarque pas. Puis maintenant, je suis à un stade de ma vie professionnelle que je peux choisir mes mandats, sans paraître prétentieuse, mais je choisis pas juste les gros, je prends des tout petits. Je fais des événements de 12 personnes, la haute direction d'une entreprise sont juste 12. Je fais pas toujours du Centre Bell à 22 000 personnes. Là. Ça arrive une fois ou deux dans une carrière. Là. Mais dans le sens que je vais m'associer ou m'affilier à des entreprises que les gens sont sympathiques. Ouais, moi, là, je donne beaucoup de mon temps. Je suis toujours rejoignable. Je suis facile. Je réponds le plus vite possible à mes courriels. Ils attendent même pas 24 heures. J'ai de la misère à discerner entre le urgent et le important. Pour moi, c'est tout pour tout de suite. D'accord. Mais je donne beaucoup, puis ça me fait plaisir de donner parce que j'attire cette clientèle-là aussi. J'ai des clients qui me ressemblent dans l'authenticité, ils sont sympathiques, on donne dans les deux sens. Fait que je pense que en étant vrai, ben on attire des gens vrais aussi. Fait que je peux les compter sur une main, les clients désagréables en 18 ans, là. Ce qui est quand même impressionnant. On va garder ça pour le silence. J'accepte le silence là-dessus. Le prochain podcast. Prochain podcast, oui, où ça va être celui où on va raconter toutes les mauvaises histoires. Mais là, aujourd'hui, on reste dans le positif. Tu as mentionné éco-responsable, la compagnie Suite 22 et là, j'ai... On est fournisseurs reconnus. Voilà. Oui, du Conseil québécois des événements éco-responsables. C'est ça que je me suis malheureusement pas noté.
Je suis là pour t'aider. Merci, merci. C'est quand même une grosse partie de ta marque de commerce. Là, quand on va sur ton site web, il y a le éco-responsable qui apparaît en très, très gros. Je l'ai enlevé hier, par contre. Ah oui, d'accord. Donc, le pop-up, là. Ah oui, non, mais même, il y a quand même un onglet qui sert à parler de la partie éco-responsable de Suite 22 événements. Oui, c'est super important. En 2022, là. Est-ce que c'était déjà le cas là, lorsque l'entreprise a été produite? Non. Non, pas du tout. C'est à force de voir toute la gaspille d'essence, la gaspille de nourriture, la gaspille de matériel, que des clients jetaient des décors, la surconsommation. Puis là, on est plus à l'affût de ça, je dirais, peut-être depuis 4-5 ans. Moi, j'ai vraiment décidé en 2018 de faire partie des événements éco-responsables de façon un petit peu extérieure. Puis là, l'année dernière, j'ai décidé que non, nous, on va donner l'exemple. Tantôt, on parlait, est-ce qu'on a besoin d'informer les gens? Je pense que oui. Je suis loin d'être grano, là. Je fais même pas de compost, là. C'est un peu compliqué dans mon quartier, du compost, mais je suis sensibilisée à couper les viandes rouges, les poissons de pêche en voie d'extinction et tout ça. Mais je peux manger un burger végé puis rajouter 2-3 tranches de bacon. Je fais des compromis. Mais c'est d'amener le client à conscientiser, à voir qu'il y a plein de solutions qui sont gratuites, qui sont simples. J'appelle ça des éco-gestes, des tout petits gestes qui ne changent pas votre vie, là, puis votre façon de penser, puis que l'événement va coûter le double du prix ou quoi que ce soit. Juste des petits détails qu'on a pensés pour être plus éco-responsable. Puis tout le monde y gagne. La marque va briller encore plus en étant éco-responsable, en s'affichant éco-responsable. En 2022, il faut tous faire notre part. Alors, je trouve ça important de donner l'exemple. C'est pour ça que j'ai mis un chandail vert. Pas vrai. J'y ai cru. Mais, tu sais, j'ai fait un événement il y a 2 semaines au Palais des Congrès de Montréal. C'est le fun de s'entourer des fournisseurs qui ont la même vision d'éco-responsabilité. Le Palais des Congrès, ils ont une grosse tendance à l'éco-responsabilité. Le traiteur sur place, le traiteur exclusif, redonne les surplus à une fondation, les surplus de nourriture à une fondation. Les pailles, il y a des pailles, scandale, mais c'est des pailles végétales, éco-responsables qu'on ne donne pas à tout le monde, mais qu'on a disponible. Tous les verres qui ont l'air en plastique sont compostables. Les bouteilles de recharge, les stations de recharge pour les bouteilles d'eau réutilisables. Eux autres, ils ont fait des investissements, là. Mais quand on est un client, que je cherche un lieu événementiel, si on veut être plus éco-responsable, mais j'ai plein de fournisseurs qui le sont déjà, qu'eux ont engagé les frais pour progresser vers l'éco-responsabilité. Mon client, il va juste bénéficier du positif de ça. Et les invités aussi, on peut les stimuler on les récompense s'ils viennent en transport actif ou en transport en commun à l'événement. Moi, je suis pas dans le mode on punit, là. Je punis personne s'ils viennent en voiture, s'ils partent de Québec, s'en vient à Montréal. S'il est venu en vélo, oui, il va peut-être arriver après l'événement. Fait que ça me dérange pas qu'il vienne en voiture. Il va y avoir des beaux mollets. Il va y avoir des beaux mollets. C'est toutes des petites choses comme ça qu'on est capable de faire. Puis moi, de mon côté, je veux être le plus exemplaire possible. On n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait dans la vie, mais mes camions de livraison, on éteint le moteur. Été, hiver, on ne laisse pas l'air climatisé ou le chauffage rouler. On éteint le moteur, on décharge, on recharge, on repart le moteur et on s'en retourne. C'est juste du gros bon sens pour moi. Fait que c'est d'avoir mis des pratiques, j'ai appelé ça mes pratiques vertes à l'interne. On utilise des outils partagés là, comme Google Drive pour ne pas imprimer, pour ne pas multiplier non plus les courriels. C'est polluant, les courriels avec plusieurs destinataires, plusieurs pièces jointes. C'est lourd, ça remplit les serveurs. On profite de l'éclairage naturel en plein jour. On est entouré de fenêtres. On ouvre les rideaux et on met pas de lumière. Puis les lumières qui m'éclairent ce soir sont au LED. Ça prend moins d'énergie. Oui, c'est juste de réfléchir à faire un peu autrement, encore une fois. D'ailleurs, il y a plusieurs choses qui me semblent évidentes sur qu'est-ce qu'on a besoin
par exemple, sur le gaspillage, pas faire imprimer des trucs pour rien, de pas utiliser plastique. Ces choses-là apparaissent évidentes, entre guillemets, là, sur le choix à faire. Par contre, il y a aussi des choses qui m'apparaissent beaucoup moins évidentes, et tu viens de le mentionner, là, l'utilisation, par exemple, de courriels qui est étonnamment polluante, en fait, quand on envoie un courriel à une personne, le trajet que doit réaliser l'information passe en fait probablement par l'autre continent pour pouvoir revenir ici avant. Monde, ouais. Et ces affaires-là sont pas nécessairement réfléchies, évidemment, d'avance. C'est quoi comment est-ce qu'on obtient une feuille de route là, pour réussir à voir tous ces endroits-là? Mais le Conseil québécois, eux, je ne suis pas porte-parole ou ambassadrice, mais je trouve ça génial le travail qu'ils font parce qu'ils mettent de l'avant des outils, ils m'accompagnent aussi avec des clients avec qui on fait de la consultation en éco-responsabilité, des clients qui veulent aller chercher des certifications, par exemple BNQ, pour dire leur événement est un niveau 3, par exemple. Il y a différents niveaux de certification. Ils vont payer quelques milliers de dollars, là, mais il y a des grosses entreprises qui ont l'argent pour payer ça et ça va leur rapporter d'avoir ces certifications-là. Il faut qu'ils les mettent de l'avant aussi. Là, on ne garde pas ça caché en secret. C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix. Il faut imprimer des documents, mais est-ce que c'est nécessaire d'imprimer un programme de 46 pages que personne ne va lire ou dans les salons d'exposition, de donner un sac en plastique avec plein de dépliants que personne ne va lire? On a des outils technologiques maintenant. On est en 2022. On a utilisé beaucoup la technologie pendant la pandémie. On a comme réalisé qu'on était techno. Que ça existait, tout ça. Oui. Fait que là, tu sais, je dis toujours, il faut avoir appris des leçons. Il faut avoir appris, mais il faut retenir des leçons de la pandémie. Puis de faire des documents PDF, par exemple, qui regroupent tous les dépliants ou des extraits des dépliants qu'on aurait voulu donner pour un salon d'exposition. Ben, oui, c'est un document électronique, mais c'est quand même moins polluant que 46 dépliants recto-verso imprimés en couleur, papier gloss. On imagine bien la chose. Oui. Il faut juste se rappeler qu'on ne peut pas être parfait. On ne vise pas la perfection non plus, mais on veut quand même se démarquer par des petits éco-gestes qui vont faire la différence. Si tout le monde fait 2 éco-gestes par semaine, ben c'est quand même 2 fois le nombre de personnes qui le fait. C'est sûr que les règles au niveau du gouvernement, tout ça, ça doit changer. Les lois, c'est les grosses multinationales ou les usines qui vont faire la grosse différence. Mais on est tellement d'humains. Mais c'est nous qui poussent le truc en arrière. Oui. Puis il faut donner l'exemple aussi pour que les lois changent. Tout à fait. Tout ça est très, très louable. Je te félicite d'avoir été dans cette direction-là parce que ça doit vraiment pas être évident, surtout que ça doit engendrer quelques coûts. Oui. Puis des désagréments. Moi, j'ai des clients là, qui veulent un filet mignon. Là. Puis quand je leur dis, c'est pas super éco-responsable, je peux pas leur vendre du tofu. Là. Ils veulent un filet mignon. Le tofu est bon une fois semaine, là, mais en événement, c'est pas du tofu qu'ils veulent manger. Mais je peux remplacer leur filet mignon ou leur gros steak par des produits locaux, des produits bio, des découvertes locales. On a une richesse gastronomique au Québec de trucs qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas sur les tablettes des épiceries, mais que les chefs sont capables d'aller dénicher, là, des petites algues particulières qu'on vend plus au Japon que les Québécois ne connaissent même pas. Tu sais, je pense au porcelet de lait qui est fait à Saint-Canute. Ils le vendent plus au Japon qu'au Québec. Fait que de faire découvrir Puis là, on s'en va dans l'achat local. Oui, c'est tendance. Se réapproprier notre patrie. Oui, puis de faire découvrir des produits. On fait du vin au Québec, on fait des bières incroyables, on fait de tout. Fait qu'il faut juste chercher. Ça demande plus de temps. Et là, on vit dans un monde de consommation où tout doit être vite, 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 vite. On a des livrables à livrer, pas le temps de réfléchir. Puis moi, je fais comme non. Là, posons-nous 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, s'il faut, à réfléchir comment on peut faire des événements autrement. Prenons le temps de consommer de façon responsable. Oui. Je nous amène à un autre moment de ta vie. On va reculer un peu dans le passé, si ça te va. Tu as fait quand même
plusieurs choses. Tu as fait un bac en anglais langue seconde, un certificat en art visuel, un certificat en intervention psychosociale. C'est quoi ton métier? Moi, lui, je ne l'ai pas fini, par contre. Ah, d'accord. Mais moi, je dis toujours, c'est comme plein de petits morceaux de casse-tête que j'ai mis au fil des ans parce que je suis une passionnée, je vais essayer plein de choses. Puis on a juste une vie à vivre, alors je vais essayer tout ce que j'ai le goût d'essayer. C'est plein de petits morceaux de casse-tête qui font qu'aujourd'hui, j'ai le portrait. Tu sais, que je peux dire, je suis vraiment sur mon X, puis je fais vraiment ce que j'aime parce que j'ai été enseignante. J'aime enseigner, j'aime donner de mon temps, j'aime donner de l'information. Je le retrouve maintenant en faisant des conférences. Fait que c'est pas perdu mon expérience d'enseignement. J'ai été journaliste, j'ai fait des chroniques à la télé, j'ai fait de la radio, on fait un podcast. Bon, ça fit. Un peu tiré par les cheveux, mais ça reste que c'est un médium de communication, puis c'est ça que je fais. Après ça, bon, tantôt, je parlais d'hélicoptère, j'ai fait mon cours pilote d'un jour. Bon, mais ça m'a pas servi, mais j'ai c'est quand pas toi même qui as amené l'hélicoptère sur le... Non, pas du tout. Mais je trouve, puis je fais des conférences des fois dans les écoles, puis je veux inspirer les jeunes parce que je pense pour être complet dans la vie, il faut être passionné, il faut aimer plein de choses. J'ai tellement essayé de choses, mais il n'y a rien d'incohérent. C'est tous relié au domaine des communications, à l'univers des communications. Fait que je pense que ça donne le sens à la façon dont je fais de l'événementiel maintenant. Puis je fais pas de l'événementiel maintenant comme je faisais en 2005. Tu sais, j'ai peaufiné, j'ai raffiné. Je me suis placée aussi. Maintenant, je suis convaincue que je fais les choses de la bonne façon. Ça n'empêche pas que je suis ouverte aux idées nouvelles et aux nouvelles façons de faire. Mais je suis convaincue que c'est un outil, c'est un véhicule de communication ultra performant si c'est bien utilisé. Fait que c'est juste comme une suite logique dans ma vie d'événements. Il reste plus que tu aies fait 22 choses différentes et là, on a le portrait. Les compter. Mais tu sais, je suis zéro, je suis pas une fille de party, tu sais, je me couche pas tard, je bois pas. C'est pas ça qui m'a emmenée dans l'événementiel. C'est vraiment l'adrénaline, la gestion d'une grosse équipe. Moi, j'aime ça, les imprévus. Des fois, ils m'agacent un peu, mais j'ai cette agilité-là, je pense, de me retourner rapidement, de trouver une solution. Ça me rend fière de moi quand je trouve une solution à un problème qui n'était pas prévu. Là, c'est ça, un imprévu. Puis qu'en plus, ça peut être transparent pour mon client, puis qu'après, je vais y raconter le lendemain ou la semaine après. Il dit, savez-vous que ça, c'est arrivé? Ça s'est passé. Vous n'en êtes pas rendu compte. J'en ai plein d'exemples là, qui me viennent en tête, mais c'est ça, ma job. Je suis un super-héros. Ben moi, je dirais que t'es une super-héroïne quand même. Je suis une guerrière. T'es une guerrière, voilà. Il y a plein de choses là, que j'aurais voulu mentionner là-dessus aussi, mais je pense que tu as déjà fait pas mal le tour. J'étais curieux de savoir c'est quoi ton fil rouge. Où est-ce qu'il y en avait un, en fait? Je vais quand même mentionner mon idée là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Des fois, quand on fait des choses, on a l'impression que ça ne nous servira pas et que je suis en train de perdre mon temps. Il y a un peu cette idée-là. Alors que, en tout cas, dans mon cas, puis j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même veine là-dessus. Il y a des choses que je m'attendais jamais à ce que ça me revienne un jour et ça revient complètement par la bande. Mais ça veut dire qu'une fois de temps en temps, il y a plusieurs choses que j'ai fait qui m'ont pas encore servi, mais qu'un jour peut-être et peut-être pas. Puis je trouve ça bien comme ça quand même. Oui, bien, moi, je crois beaucoup à ça, puis je l'ai réalisé quand je dis que je suis sur mon X. Je l'ai réalisé que tout faisait du sens. Quand j'écris mon résumé, mon CV, si on veut, je fais comme, mon Dieu, j'en ai bien fait des affaires. En tout cas, j'ai 160 ans, là. J'ai écrit un livre, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis je suis comme, j'étais-tu éparpillée? Mais non, je n'étais pas éparpillée. C'est que j'ai touché à plein de choses. Je trouve ça génial quand on peut arriver puis dire tout fait du sens maintenant. Oui. Mais puis en plus de reconnaître que bon, il y a des expériences que j'ai faites que j'ai pas aimées puis je referai plus jamais ces expériences-là. Pas qu'elles ont été négatives, mais
si je suis vraie avec moi-même, c'est pas là que j'excelle. C'est pas Mais ça là que fait je suis la partie de meilleure. l'apprentissage quand même. Bien, tout à fait. C'est comme ça Mhm. qu'on avance là, en analysant. Puis j'en ai vécu des coups durs, puis des situations que j'étais à terre, puis je me disais comment je vais me relever de ça. Mhm. Mais je dis toujours, c'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est comment on réagit. Sur le coup, on ne le voit pas que cet obstacle-là ou ce défi-là est sur notre chemin. Là, la pandémie, là, au mois de mars 2020, je pleurais ma vie. Pourquoi moi, Je, juste moi? je peux Ça n'a pas duré comprendre. longtemps, là. Tout le monde était dans le même bateau, mais moi, je pensais qu'il y avait juste moi, ma vie était finie, qu'est-ce que je vais faire? Mais rapidement, au mois d'avril, tout a repris du sens. Puis au fil des mois de la pandémie, tout a fait encore plus de sens. Uh-huh. J'ai gagné plus de prix et d'honneur pendant la pandémie, pendant les 2 ans de pandémie, que pendant mes 18 années totales. Moi, j'ai trouvé ça formidable, la pandémie. Fait que si j'étais restée au mois de mars en petite boule à Ouais. pleurer puis à attendre que ça passe, je serais probablement encore en petite boule à attendre, même si c'est presque passé. Ouais. Mais non, il faut être dans l'action. Puis quand je vois des étudiants du secondaire, par exemple, ou du HEC, que je vais jaser en conférence, je leur dis, vous faites rien pour rien. Puis c'est dur à 17 ans choisir qu'est-ce que vous voulez faire pour toute votre vie. Mais je pense que les nouvelles générations, ils ont compris qu'ils ne choisissent pas un métier pour toute leur vie. Ouais. Ils choisissent une première expérience, ils ont un bagage professionnel, académique, puis après ça, ils vont pouvoir évoluer, ils vont changer. Mais moi, j'ai un bac. Fait que demain matin, tout plante. Ils en cherchent des profs là, à tous les jours. Je reçois encore des demandes pour que je sois enseignante. Mais je ne veux plus enseigner. Mais je dis toujours aux jeunes, j'ai quand même dans mon petit bagage des diplômes qui peuvent me servir en cas de panique extrême. Là. Si j'avais pas pu Ça fait faire une sorte de d'événement. sécurité finalement. Ben oui, c'est ça mon filet, là. Parce que sinon, quand on est à notre compte, qu'on a une entreprise avec des dépenses, avec des revenus qui sont jamais stables, j'ai des pics dans l'année épouvantables, des périodes un peu plus mortes. Ouais. Mes diplômes sont ma sécurité de me dire, bon, ben si ça ne fonctionne pas à un moment donné, je retournerai tout simplement. Mais c'est pas l'objectif du tout. Non, je vais tout faire pour que ça continue comme ça en croissance. Là. Ça reste intéressant de voir en fait ces expériences comme un filet de sécurité pour le futur également. Je trouve que c'est une belle vision de son passé, de son moi antérieur. Une espèce de cadeau qu'on s'est fait pour le futur. Je trouve que c'est beau. Ouais. T'as mentionné tantôt, puis je l'attrape au vol, que t'as écrit, que t'as participé à l'écriture d'un livre, donc c'était sur le golf. Oui, mais c'est moi qui l'ai écrit au complet. Ah oui, okay, j'étais pas certain parce que je l'ai pas retrouvé. Ben, il y en a 2. Ah. Ouais, j'ai écrit Les plus beaux paysages et panoramas de golf au Québec. C'était le premier livre à couverture rigide, un coffee table book. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Moi, quand je voyageais, j'en achetais en souvenir parce que c'était des extraordinaires photos faites avec hélicoptère des fois. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas ça au Québec. Je suis une passionnée de golf. Là, on remonte à 2001. Et puis, j'ai fait ça avec la photographe internationale Heidi Ollinger, que j'ai réussi à convaincre, qui n'avait jamais fait de photos de paysages, mais avait toujours fait des politiciens partout à travers la planète, des portraits de politiciens. Et puis, ensemble, on a fait ça. Moi, j'ai fait tout. Ouais. Ben, c'était devenu une amie, alors je trouvais ça le fun d'aller coller son nom, sa réputation sur mon projet. On a été best-seller au Québec en 2000. Le livre est sorti en 2004. Moi, j'ai commencé à jouer au golf en 2001. Le livre est sorti en l'été 2005, pardon. Et puis, après ça, il y a une autre maison d'édition qui est venue me chercher, Québec-Amérique, pour collaborer à un projet similaire, encore plus un beau livre, plus gros, plus comme la vision que j'avais dans mes rêves là, au niveau physique, le matériel du livre. J'étais consultante sur ce projet-là, mais je n'ai pas fait la rédaction. Là. Celui-là, c'était les parcours privés. Je ne me rappelle pas du titre exact. Je pense que c'est les plus beaux parcours privés du Québec. D'accord, je pense que c'est de celui que j'ai vu passer. De Québec-Amérique. Oui, d'accord. Est-ce que c'est encore disponible? Est-ce qu'on a un lien à donner aux auditeurs pour acheter ça? C'est dans les reliques, dans la Bibliothèque nationale. C'est une vieille affaire. Quelque part dans un marché aux puces, il y a peut-être un Nadine Ménard que vous pourrez vous procurer. C'est ça, c'est une histoire ancienne. Mais je ne renie pas le passé, là. C'est un extraordinaire
expérience, là. Puis j'ai parcouru le Québec, j'ai joué dans tous les terrains de golf, tous les parcours du Québec, là. Ben, tu étais journaliste sur le golf? Oui, j'ai été journaliste de golf. J'ai cadé sur la PGA, la LPGA aussi. Ce que peu de gens savent, c'est assez rare, là, une fille qui porte le gros sac d'un joueur. Comment est-ce qu'on devient, c'était ça ma question que j'avais par rapport à ça, comment est-ce qu'on devient caddie pour la PGA? Je pense que tu veux pas savoir. Okay. Être au bon endroit au bon moment, mais en fait, j'étais au mauvais endroit avec beaucoup trop de comment on appelle ça, de confiance en moi. D'accord. J'étais là pour être bénévole cette journée-là à l'Omnium canadien Bell à l'île Bizarre en septembre 2001. Et puis, la PGA est venue. Et avec Tiger Woods et compagnie, là, tous les grands noms de l'époque. Et puis, je suis arrivée la première sur le terrain de golf, puis j'étais déçue de ne pas voir des golfeurs pratiquer. J'étais comme, mais voyons, comment ça, ils ne jouent pas, là? Et il était comme 5h, 6h du matin, là. J'étais vraiment trop excitée. Et puis, il y a un monsieur qui ramassait les poubelles, qui faisait l'entretien, puis qui m'a dit, ben là, tu sais, t'es tellement passionné de golf. Après avoir jasé avec moi 5 minutes, là, je l'ai envahi, je l'ai étourdi. Et il m'a dit, pourquoi tu ne serais pas caddie? Aujourd'hui, c'est les pros québécois qui jouent avec des gens fortunés, tout ça, des entrepreneurs, des directeurs. Fait que j'ai dit, OK, bonne idée, mais je me suis trompée de trailer, de caddie trailer. Puis je suis allée dans celui de la PGA au lieu d'aller dans celui des pros québécois. Ça, c'est excellent. Et là, je suis arrivée, tu sais, 5 pieds 2, tu sais, 100 livres mouillés. Puis là, je suis arrivée en disant, je vais être caddie. Le pauvre vieux monsieur, il m'a regardé, il a fait comme... Can you carry that big bag? Là, es-tu capable de transporter ce gros sac-là? J'ai fait comme, ouais, j'ai même pas regardé le sac. Je fais comme, ouais. Puis bon, en gros, c'est ça qui est arrivé. Puis tout a découlé ensuite, là, mais c'est la passion qui a transporté le sac. Puis à l'époque, là, je savais pas jouer. Je jouais au golf, mais je jouais 120. Là, je comptais même pas tous mes coups. J'étais pas une golfeuse, j'étais une joueuse de golf. J'allais demander si c'est pas trop personnel, tu joues combien? Je sais pas, j'y vais demain. Ah, d'accord. Je t'en reparle après. On l'écrira avec le voici combien j'ai joué la dernière fois. Ben, l'objectif, là, j'ai pas joué depuis un gros 7 mois à peu près. Là. L'objectif, je serais contente si je jouais 82. On ne cassera pas le 80 demain, là. On va essayer de casser le 85 demain, là. OK, ouais, je suis vraiment, vraiment impressionné. Puis je pars pas des départs des femmes, je pars des blancs. Wow! Je pense que je suis autour de 120, plus que 80. Mais c'est correct. T'sais, au golf, tantôt je disais que j'étais piquée sur les mots. Au golf, si tu joues pas bien, c'est correct. Tu peux venir jouer avec moi. Mais il faut que tu saches marcher sur un parcours de golf. Ça veut dire des guédines, ramasse ta balle si tu pioches. Suis, c'est pas le temps de jaser, boire de la bière dans le kart, c'est un sport. Go, go, go. Donc, si vous voulez jouer avec Nadine, vous savez que vous êtes maintenant avertis. Faut marcher vite. Faut marcher vite. Je prends les 2 ou 3 dernières minutes simplement pour parler de ta présence publique. Tu l'as mentionné tout à l'heure, là, tu fais beaucoup de choses au niveau public. Tu as été sur le balado de Gogoulet, Histoire d'hypercroissance, que je vais mettre les liens d'ailleurs. Je vous invite à écouter ça. J'ai essayé de poser des questions qui étaient aux alentours de ce qui avait déjà été discuté. Ça a été très bon. Parce que je voulais évidemment pas reparler des mêmes choses, mais si vous voulez avoir des compléments de ce qu'on a discuté ce soir, clairement, ces 2 balados-là sont vraiment très, très intéressants. Tu as été aussi en entrevue à La Presse, Le Devoir, à Paul Arcand sur souvent des sujets très, très précis. Tu es chroniqueuse au grenier. Est-ce que c'est encore le cas? Oui. Puis pour gestion HEC également. D'accord. Ça n'a pas l'air d'être un fardeau pour toi. Ça a l'air d'être quelque chose que tu aimes faire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui. Oui, ça, c'est mon petit côté jet set, là. Mais c'est plus propager la bonne nouvelle. Tu sais, s'il y avait plus de gens, plus d'agences, plus d'entreprises qui comprenaient ma vision puis qui abordent dans ce sens-là, mais je pense qu'on aurait de plus en plus des événements qui
font du sens puis qui rapportent aux entreprises. Fait que moi, je dis, tu sais, en ce moment, là, je parle beaucoup d'événements hybrides, puis il y a beaucoup de gens à l'inverse qui vont dire « Ah, l'hybride, c'est mauvais, on est tanné du virtuel, l'hybride coûte le double du prix parce que c'est 2 événements. » Puis là, je suis comme « Wow, un instant, là, c'est parce que vous connaissez pas ça, parce que c'est pas 2 événements de l'hybride, c'est 2 expériences dans un seul et même événement. » C'est pas vrai que ça coûte le double du prix. Fait que ça, c'est mon sujet de conférence de prédilection depuis quelques mois déjà. Est-ce qu'il y en a qui s'en viennent? Oui, le 17 mai au Salon national de l'événementiel à Laval. Les autres, c'est pour des clients privés. Mais oui, c'est ça, c'est pour l'industrie événementielle. Je vais essayer d'inspirer mes collègues. Je suis sûr que ça va arriver. Ma dernière question, Nadine, c'est concernant le fait que tu es marraine au Réseau des femmes d'affaires du Québec, Elle Jeunesse. Quel est ton rôle là-dedans? C'est comme mentor. Alors, ils font un pairage entre des jeunes entrepreneurs qui commencent. On jase. On jase de tout, de rien, d'expérience. J'espère les inspirer. C'est l'avenir, hein? Bon, je ne suis pas très vieille, là, mais c'est l'avenir, la jeunesse. Alors, il faut bien les former puis les inspirer. Pour s'assurer que le monde comprenne bien, c'est à partir de 5 ans dans l'industrie qu'on peut commencer à être marraine. Donc, Moi, j'ai 18, alors je suis comme dans l'arrière-grand-mère. Oui, en fait, j'avais vu 3 catégories, le 5 ans, 10 ans et 15 ans. T'es la senior dans les trucs. Oui, c'est super bien dit, même. Senior, oui, c'est un plus beau terme. Merci beaucoup, Nadine. On est déjà arrivé à la fin de cette émission de parcours. Ça a été vraiment, vraiment très intéressant de te rencontrer. Pour moi, c'était un défi tout particulier. Je prends quelques secondes pour te remercier là-dessus. Tu es la première personne qui m'a contacté pour pour participer à l'émission et j'ai trouvé ça un beau défi pour moi et on s'était rencontrés un tout petit peu avant au moment où tu m'avais demandé et j'ai tout de suite été charmé par ta personnalité. C'est gentil, merci. Mais moi, j'aime le nom, tu sais, Parcours des guerrières. Puis souvent, dans les podcasts, les balados, les entrevues, c'est toujours les mêmes gens qu'on voit. Puis c'est le fun de voir des contextes différents, des parcours différents. Puis je trouve que tu le fais bien. Tu mets à l'honneur pas nécessairement à l'honneur, mais tu mets à l'avant-scène des gens qui travaillent plus dans l'ombre. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis des femmes en plus. Alors, ça suit ce que je fais au Réseau des femmes d'affaires puis dans différents autres groupes aussi, là. Ben merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi qu'il faut partager aux autres ou c'est l'événement là, qu'on a mentionné tout à l'heure? Pour le grand public, c'est l'événement du 17 mai. Mais non, j'ai tellement d'événements corpos. Si vous voulez m'aider, on cherche toujours des employés. Voilà, l'appel est lancé. Ben oui, mais on est très actifs sur LinkedIn. Je suis un peu moins sur Facebook, mais quand même, on poste différentes publications. Fait que vous êtes les bienvenus si vous voulez suivre Suite 22 événements sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir d'avoir vos commentaires. Puis ensemble, on va plus loin. Donc, on trouve Suite 22 événements sur... Partout. Si vous cherchez Suite 22 événements, il y a plein de choses qui devraient arriver. Je prends une seconde. Il y a Maman Lily qui nous mentionne « Belle personne vivifiante et énergisante ». J'adore les termes qui ont été mentionnés. C'est exactement comme ça que je te décrirais, Nadine. Merci, c'est donc bien gentil. Et je te souhaite une excellente soirée. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, bonne été. Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Nadine Ménard. Notre prochain rendez-vous sera avec Marjorie Champagne. Marjorie est matinalière à Sequoia FM à Québec, où elle anime l'émission Québec Réveil. Réalisatrice, chroniqueuse, animatrice et plein d'autres choses, elle est l'instigatrice du projet La Revengeance des Duchesses. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.